Bonjour, bonjour Manel, comment Bonjour, vas-tu? ça va et toi? Ça va? Ça fait la seconde fois que tu viens en interview. Ouais, Ça me fait plaisir de te recevoir pour la seconde fois. merci beaucoup. Euh, oui, C'est un honneur pour moi. Merci, merci. mais pour moi aussi, tout à fait. Alors, tu m'as parlé que les femmes iraniennes, ça te tenait à cœur. Ça m'a fait plaisir, ça. Parce que moi aussi, je trouvais que ça, c'était un sujet très très important et qu'on n'entendait pas beaucoup parler. Puis tu m'as parlé aussi de la manifestation à Bruxelles qu'il y a eu pour la Palestine et tu voulais me dire quelques touches par rapport à ça. Et puis on voulait parler aussi de l'actualité, tout ce qui se passe. Évidemment que c'est pas vraiment comme avant. C'est vrai que depuis la dernière fois que je t'ai eu, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, Le Covid qui a duré en longtemps, effet. puis maintenant il y a une guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Donc tu vas me dire en fait tout ce que tu penses de tout ça. Et je vois aussi que tu es donc la présidente femme et maire Bruxelles-Ville militante des droits des femmes. Tu vas... Merci Chanel. C'est un véritable honneur d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour cette interview. Et parmi mes meilleures vraiment interviews que j'ai eues, c'était avec toi parce qu'on a eu un échange vraiment spontané et tellement enrichissant parce que c'était par rapport à l'actualité, mais c'était aussi un échange vraiment honnête et j'ai senti qu'il y a cette spontanéité, c'est toujours avec toi, c'est vraiment un moment convivial et on sent qu'il y a un échange intellectuel, mais aussi il y a un côté convivial et humain que je salue d'ailleurs. Et je trouve que cette émission est vraiment, elle met en avant les personnes, les militants, mais aussi vraiment, elle donne une image véridique de la personne en toute spontanéité, en toute convivialité. Et je trouve que c'est vraiment l'une des rares émissions où on donne la parole à quelqu'un pour pendant longtemps pour partager vraiment ses valeurs, ses convictions, ses combats. Ce qui n'est pas le cas malheureusement dans plusieurs médias pour le moment parce que euh, donc on se focalise plutôt sur l'un ou l'autre combat sans vraiment aller vers l'essentiel, je trouve. Euh, c'est ce que enfin, euh, tu m'as demandé, c'est de parler aussi des femmes iraniennes parce que pour le moment, c'est un des sujets les plus importants, je trouve, personnellement, parce que les femmes dans certains parties du monde sont euh, vraiment livrées à elles-mêmes et elles se battent tous les jours pour avoir des libertés individuelles que nous, on a ici à l'Occident et qu'on trouve que c'est un combat difficile à mener, mais on n'a pas une idée sur ce qui se passe là-bas parce que les médias ne transmettent pas voilà, la réalité. Ou soit parce que c'est pas l'une des priorités pour le moment euh, au niveau voilà vraiment au niveau international. Les médias mainstream, en fait, tu veux dire, hein. Et je Oui, te oui, remercie beaucoup mainstream. de ce que tu as dit par rapport à l'émission, par rapport à la spontanéité. Mais oui, je trouve qu'il est important d'avoir un rapport humain quand on invite une quelconque personne, en fait, que ce soit quelqu'un de connu, de moins connu. Je trouve que c'est vraiment important de l'échange avant tout.
Heu, Bien entendu, je peux comprendre aussi les mainstream qui, sont payés pour, être le plus froid, possible, mais je trouve que, OK, alors on reste neutre, on reste plus froid, mais il manque quand même quelque chose et de plus en plus et d'ailleurs c'est bien que tu le soulignes parce que ça aussi on en avait parlé. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi, les mainstream, ils ne parlent pas de sujets, qui devraient être mis en avant? Ils parlent plus de choses, qui pourraient passer plus tard ou qui ne sont pas forcément essentielles. Oui, en fait, pour les médias, je pense que je parle pas de, je sais pas de généraliser, mais malheureusement, certains médias euh, sont dans le business, en fait, créer vraiment des sujets d'actualité qui attirent donc les masses et surtout des sujets où vraiment on dit que c'est loin, c'est pas chez nous, voilà, on va pas se lancer là-dedans. Donc c'est le journalisme, le vrai. On n'a pas beaucoup de médias qui sont vraiment à la recherche de l'information et qui veulent transmettre l'information vraiment aux citoyens. On a vraiment le mainstream, donc des actualités à gauche et à droite, mais l'essentiel, le combat de certaines femmes ou le combat de certains hommes dans certains pays, voilà, on passe à côté et c'est dommage. Le côté commercial qui a pris le pas et mais ça, c'est depuis très longtemps. Mais je veux Ouais. dire, c'est vrai que ça a accéléré. C'est comme si depuis le Covid, ça avait accéléré le pas et où tout devient un peu tout fou. Il y a le wokisme aussi qu'on devra parler tout à l'heure Ouais, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi, toi, tu es plutôt de droite et tu vas me dire aussi la différence parce qu'il y a vraiment, ça commence vraiment à se voir très très fort. La différence droite-gauche. je reste quand même prudente pour dire positif parce que ce qui se passe pour le moment, c'est que pendant plus que 60 jours, les hommes et les femmes sont dans la rue pour protester. Par contre, hier, il y a un des manifestants qui a été exécuté. Donc, est-ce que le régime, il va céder pour reconnaître que c'est une révolution du peuple et il va donner les droits aux femmes? Certains pensent que le fait d'abolir la police des mœurs, la police morale en Iran, déjà c'est un acquis, mais d'autres pensent que c'est une manipulation du régime pour rester au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de ce régime autoritaire, de ce régime qui ne respecte pas les droits des femmes ni des hommes, ce régime criminel. Mais voilà, le combat du peuple continue, mais c'est pas facile parce que avec l'exécution et la menace donc de la peine de mort, ça va être vraiment une confrontation sanglante, hein. En fait, le dossier iranien, il est très compliqué parce que à la base, il y a des populations iraniennes qui représentent plus que 70% euh, du peuple iranien qui sont d'origine azérie, arabe, balouchi, euh, kurde et turque. Et donc, toutes ces origines, plus ou moins 30% des Iraniens, et ils vivent sous le régime iranien. Sauf que le régime, il est discriminatoire envers ces minorités. Enfin, on dit des minorités, mais c'est des populations qui font partie du peuple iranien. Et parce qu'ils sont d'origine non iranienne. Et donc, ces peuples, pendant plus qu'un siècle, ils sont en train de subir des discriminations par rapport à leur langue. Ils ne peuvent pas apprendre leur langue. Ils ne peuvent pas promouvoir leur langue.
Ils peuvent pas accéder à des postes de responsabilité, ils peuvent pas être élus dans leur municipalité. Donc, il y a une discrimination non seulement vis-à-vis du peuple iranien, mais aussi vis-à-vis du peuple, des peuples non iraniens qui sont d'origine kurde ou arabe ou balouchi ou azéri et qui sont menacés et les activistes culturels par exemple, qui sont en train de promouvoir leur culture ou leur langue, sont tout de suite arrêtés, voire torturés et menacés de mort. Et même pas les activistes eux-mêmes, aussi leurs familles. Donc, ça, c'est des détails qu'on n'en parle pas beaucoup, mais que tout le monde, allez, tout le monde qui connaît un peu le Moyen-Orient et l'Iran est au courant que l'Iran, c'est pas un peuple homogène parce que il y a plusieurs communautés et c'est pour ça que le régime il est resté au pouvoir parce qu'il a séparé toutes ces communautés, il a séparé l'opposition et c'est difficile de trouver une solution pour rassembler tout le monde autour de la même table et trouver un accord. Et de cette faiblesse, le régime se nourrit. Et c'est pour ça qu'il utilise cette dictature et euh, cette torture, violence envers les manifestants ou envers les populations non iraniennes parce qu'ils veulent garder la mainmise sur toutes ces populations. Autrement, c'est plus possible. Que les Occidentaux ils peuvent faire pour aider les Iraniens. Les Iraniens, qu'est-ce qui finance tout ça exactement? Parce que bon, moi je suis pas en politique. Oui, qu'est-ce que les Occidentaux peuvent faire? Oui, En fait, au niveau de l'Europe, il y a eu dernièrement une résolution au mois d'octobre au niveau du Parlement européen pour sanctionner. Ils peuvent faire, c'est comme avec la Russie, c'est sanctionner les personnalités, 30 personnalités qui travaillent, qui sont dans le IRGC, donc les gardiens de la révolution, ils s'appellent même gardiens de la révolution, et c'est la révolution de 1979, donc le régime au pouvoir. Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est sanctionner ces personnalités. C'est ce que le Parlement européen avait fait. Au niveau de la Belgique, il y a eu une résolution introduite par l'EMR et signée par plusieurs partis à part PTB. Et plusieurs partis ont signé cette résolution pour soutenir le peuple iranien et sanctionner le régime. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Certes, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut que le régime soit mis sur la liste terroriste de l'Union européenne pour pouvoir arrêter et geler toutes les activités du régime sur le territoire européen et vraiment mettre vraiment des limites aux donc, violation des droits de l'homme au niveau de l'Iran. je viens d'aller voir en fait. J'ai fait une petite recherche parce que tu me parles d'une personne qui a été décédée aujourd'hui matin en fait une manifestation. La personne avait 23 ans, c'est juste un Iranien. La situation est assez grave. La situation est à se pencher dessus et pourtant les médias n'en parlent pas. Oui, C'est et c'est pas le seul conflit, on n'en parle pas, hein. On a le Yémen, un conflit qu'on oublie vraiment systématiquement alors qu'il y a des enfants qui meurent de famine. Au Yémen, c'est vraiment la crise d'eau et la crise de famine la plus euh, vraiment la plus grande du siècle. La crise aussi des réfugiés au niveau de la Syrie et maintenant ce qui se passe avec les enfants, avec les femmes et aussi les Kurdes. Hein,
qui s'est passé aussi dernièrement avec les Kurdes. Donc, il y a tellement de conflits, mais en fait, on choisit vraiment certains sujets, hotlines, on les met dans les médias et pour le reste, voilà, on n'en parle pas. L'année passée, il y a eu ce que s'est passé avec les femmes afghanes, donc quand les talibans ils ont eu le pouvoir. Et j'ai eu l'honneur d'organiser une conférence en invitant la première femme la première femme maire de Maïdan, Zarifa Ghaffari. Et c'est une jeune femme qui se bat contre les talibans, contre le pouvoir, donc des extrémistes dans son pays. Et malheureusement, maintenant, on n'en parle plus. Hein. Pendant un an, OK, on a voulu, OK, les talibans, ils ont pris le pouvoir, on est en train de négocier avec eux, etc. Et après, qu'est-ce que s'est passé? On a accepté que les filles et les femmes n'ont pas accès à l'école, n'ont pas accès donc à un travail. Ce qui se passe aussi avec les femmes au Yémen, ce qui se passe aussi avec d'autres femmes qui sont victimes de discrimination dans certains pays où les extrémistes ont le pouvoir, y compris en Iran. Et donc, voilà, on parle dès que c'est, voilà, dès que l'événement n'a plus de valeur ou n'a plus et n'est plus d'actualité, voilà, on passe et on oublie complètement. Donc, on a l'impression que les femmes afghanes, maintenant, elles sont à côté, mais, tout comme les femmes iraniennes, hein, d'ailleurs. Donc, malheureusement, ce qui a attiré les médias au début, c'était le retrait des forces américaines en Afghanistan. Et après, on n'en parle plus. Les conséquences, les femmes qui ont été victimes vraiment de discrimination, de violence, la loi de la Sharia, tout. Donc, tout ça, on n'en parle pas. Et surtout les femmes qui n'ont pas accès à l'école et au travail. Je comprends que tu es militante des droits des femmes et c'est logique que tu en parles. Et je trouve ça très très honorable et il faut en parler, c'est normal. Mais à distance, d'ici, de Bruxelles, qu'est-ce que tu peux faire pour des femmes afghanes ou pour des femmes iraniennes? Pas Oui, c'est facile. une très bonne question. Ce qu'on pourrait faire, c'est en tant que militant surtout. Au niveau européen, c'est que on a, surtout à Bruxelles, on a beaucoup de chance d'être à Bruxelles parce que c'est la capitale de l'Europe, mais c'est aussi, on a aussi le siège de l'OTAN, on a aussi donc la Commission européenne, toutes ces institutions qui ont beaucoup de pouvoir et d'influence et qui peuvent prendre des décisions importantes. Et en tant qu'organisation et militant, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut par exemple commencer par écrire des lettres, faire des manifestations, aussi contacter les leaders politiques qui ont qui ont le pouvoir de prendre des décisions et faire via le Parlement européen faire des résolutions ou encore les Nations Unies aussi. Donc faire des résolutions pour soutenir les droits des femmes dans certains pays. Donc vraiment, au niveau activisme et médias et au niveau vraiment des décisions, on a beaucoup de chances d'être à Bruxelles parce que c'est ici que la plupart des décisions sont prises. À part Washington et Bruxelles, c'est les deux capitales du monde où vraiment les décisions les plus importantes sont prises et on a beaucoup d'influence ici en tant qu'organisation. On peut vraiment faire, au moins, on a la liberté d'expression, de s'exprimer, de manifester devant les médias, vraiment de ce qu'on appelle sensibiliser
vraiment sensibiliser. Et aussi, ce qui est bien ici à Bruxelles, c'est qu'on a beaucoup de diasporas de différentes origines, de différentes cultures. Et chaque fois qu'une diaspora est touchée, donc elle parle de son combat et son combat est relayé ici aux institutions européennes et aussi soutenu par d'autres organisations et par d'autres communautés. Donc il y a une solidarité entre les différentes communautés, dont par exemple le combat des droits des femmes, le combat des droits de l'homme, la liberté d'expression, la lutte contre les discriminations, la haine. Donc tous ces conflits-là sont, si vous voulez, sont des points communs qui rassemblent toutes ces communautés et la diaspora qui est ici, qui est en contact aussi avec la population là-bas et qui transmet les informations aux instances européennes ou ce qu'on appelle les décideurs, decision makers, pour qu'ils aient une idée de ce qui se passe là-bas. En effet, les organisations qui sont de société civile ont beaucoup d'influence parce qu'ils ont les informations en temps et en heure par rapport à ce qui se passe dans leur pays d'origine et ils peuvent aider vraiment les décideurs à prendre les bonnes décisions et à agir et vraiment à lutter contre la violence envers les femmes ou les hommes ou les enfants ou lutter contre la haine, promouvoir la liberté d'expression. Vraiment, il y a toujours moyen de faire des choses. Je dirais pas que c'est toujours gagné d'avance, mais au moins il faut se battre à ce niveau-là ici parce on a quand même l'opportunité de le faire au cœur de l'Europe. Oui, je comprends, c'est clair que c'est très important. Mais tu sais, les gens ne comprennent pas vraiment l'Europe, parce que l'Europe a changé aussi, l'Europe s'est élargie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi il y a des personnes qui sont élues comme Ursula, la présidente, et eux n'ont pas voté. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, toi qui... Oui, c'est vrai que quand on discute avec surtout des journalistes ou des organisations internationales qui ont des années et des années dans le Parlement, la Commission, qui ont une expérience dans ce domaine-là, et ils vont te dire, le peuple, le citoyen, il a voté pour les parlementaires européens, pour que les parlementaires européens représentent le peuple. Et ça, c'est la logique. Par contre, il n'a pas voté pour que c'est le vote pour tout ce qui est commission et la personne à la tête de la commission, ça vient pas du citoyen européen. Donc, c'est ça qui est un peu contradictoire. Par contre, ce qu'il y a, c'est que la Commission européenne doit écouter le Parlement européen, qui est élu par le peuple. Et donc, si jamais le Parlement il demande à la Commission d'agir par rapport à un certain sujet ou une certaine thématique, la Commission, elle doit écouter le Parlement. Des fois, il écoute, des fois pas, mais si jamais il n'écoute pas, le Parlement, il doit rappeler que ils sont élus par le peuple. C'est le peuple qui les a élus et ils sont là pour défendre le peuple européen et les thématiques en ce qui concerne d'autres pays. Mais c'est vrai que la Commission, elle a du pouvoir, mais ça doit être aussi, on doit rappeler aussi le citoyen qu'il a voté pour le Parlement et via le Parlement, il peut essayer de changer les décisions prises par la Commission. C'est gagné d'avance, mais c'est le Parlement, en fait, le Parlement, il doit envoyer une résolution à la Commission et la Commission, elle répond d'office parce qu'ils doivent répondre aux parlementaires européens. Mais je ne dirais pas que ce sera
gagner d'avance, mais au moins le citoyen, il a cette voix pour réclamer ses droits via les parlementaires qui ont été, élus démocratiquement par le peuple européen. C'est très important, je trouve, de faire connaître ça parce que beaucoup de gens ne savent pas en fait ce qui se passe. C'est comme si c'était un lieu clos où personne ne sait vraiment ce qui se passe et où beaucoup de choses sont là et où les lois passent. On va revenir sur le sujet iranien plus tard, un peu plus tard, qui ont été faites par rapport à la Russie, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et, c'est bien ce qui a été fait. Maintenant, c'est vrai qu'au début, on n'a pas voulu passer à la vitesse supérieure et je comprends que l'Europe, elle veut pas, je veux dire, arriver vraiment à des situations où il y a non-retour, mais malheureusement, maintenant, on est dans ce cas-là. Et c'est bien cette solidarité européenne avec l'Ukraine et ça montre que l'Europe, elle est unie. Et ça montre que les Ukrainiens qui ont montré beaucoup de courage, d'ailleurs, je salue le courage des femmes ukrainiennes aussi qui ont été vraiment exemplaires, qui ont travaillé dur, euh, qui ont vraiment fait un énorme travail. Ici aussi à Bruxelles, il y a beaucoup d'organisations dans Promote Ukraine qui travaillent énormément dur pour aider le peuple là-bas, pour apporter l'aide aux réfugiés, etc. Et je trouve que c'est une situation triste et grave, mais ça a montré aussi une certaine solidarité au niveau européen. Maintenant, les sanctions qui ont été prises par l'Europe vis-à-vis de la Russie, c'est bien. Est-ce que ça empêche la Russie vraiment d'agir et de reculer? Je ne sais pas parce que le problème, c'est que la Russie, elle a aussi un soutien de certains pays comme la Chine, comme d'autres pays et l'Iran aussi. L'Iran aussi, il a soutenu la Russie en vendant des drones, des armes. Donc, voilà, le problème, c'est le soutien que la Russie a dans cette guerre, euh, contre l'Ukraine et contre l'Europe. Donc, espérant que cette guerre prendra fin un jour par tous les moyens, que ce soit diplomatique ou par les sanctions ou par mettre la pression. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on arrive à une situation vraiment critique où on ne peut pas faire marche arrière. Tu penses au pire par rapport à cette guerre ou pas? Ou tu penses qu'à un moment donné, ça va se stopper? C'est vrai que là, ça va crescendo. Est-ce qu'il y a vraiment des risques ben, de guerre vraiment mondiale avec l'arme atomique ou... Pour le moment, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore fait le deal avec l'Iran par rapport à l'arme nucléaire et il est en stand-by et c'est arrêté. De toute façon, Washington, à un certain moment, il voulait vraiment reprendre le deal, mais maintenant, je pense que c'est mort. Et, du moment où au moins l'Iran n'a pas le nucléaire, ça va encore. Parce que la Russie, elle a le nucléaire et elle a aussi ciblé quelques endroits vraiment critiques en Ukraine. Et donc, c'est vraiment dangereux ce qui se passe au niveau européen, mais aussi au niveau international et au niveau de la planète et au niveau environnemental. Mais ce qu'il y a, c'est que au moins, si on arrive à avoir des accords avec la Chine et avec d'autres pays, peut-être que, parce que ça c'est vraiment la porte de sortie, peut-être que la Russie va se calmer. Mais sinon, ce qui est bien dans cette situation, c'est que l'Iran n'a pas encore le nucléaire, parce que sinon, enfin, n'a pas encore. L'Iran, elle a toujours le nucléaire, elle essaye
elle fait vraiment des tests au niveau du nucléaire, mais heureusement, ils n'ont pas vraiment le deal avec les États-Unis et l'Europe. Sinon, ce sera vraiment catastrophique. D'accord. Mais est-ce que tu crois que Poutine est capable enfin, du pire, en fait, finalement? Ou même de l'autre côté, on ne sait jamais que les Américains, avec l'OTAN aussi. Qu'est-ce que tu en penses de l'OTAN? Est-ce que c'est bien pour l'Europe d'être encore dans l'OTAN? Est-ce qu'on ne devrait pas se, se, se détacher parce qu'on est toujours en plein milieu des conflits, or que parfois on ne devrait pas y être. Est-ce qu'on n'est pas quelque part les suiveurs des Américains? Qu'est-ce que tu en Je trouve que c'est bien d'être dans l'OTAN parce que c'est important de faire partie de cette communauté et surtout que la Turquie, elle est dedans aussi. Donc, c'est bien de faire partie de l'OTAN, mais ça n'empêche que l'Europe, elle doit penser à une stratégie commune européenne au niveau de la défense et la sécurité. L'OTAN, c'est bien, mais l'Europe, elle doit penser à ça aussi, et c'est ce que plusieurs parlementaires européens et leaders européens n'arrêtent pas de dire, que l'Europe doit avoir sa propre défense et sécurité. C'est vrai que l'Europe, elle a survécu à deux guerres mondiales, elle a voulu être le symbole de la paix, elle est toujours le symbole de la paix dans le monde. Et elle porte ces valeurs de vraiment de paix, de solidarité et d'unité, mais aussi cette diplomatie, le fait de ne pas vouloir intervenir dans les guerres, ne pas vouloir euh, vraiment entrer dans des conflits et privilégier les voies diplomatiques, le dialogue. Mais malheureusement, c'est pas possible avec certains dictateurs qui sont voilà, déterminés à vraiment à atteindre des buts et c'est une guerre contre des dictateurs, mais aussi c'est contre vraiment c'est contre euh, des valeurs européennes de liberté, euh, de solidarité et d'autres valeurs qui ne respectent pas la liberté, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas la souveraineté. Donc, vraiment, c'est une guerre non seulement au niveau euh, du territoire, mais aussi au niveau des valeurs. Est-ce que ça va, à un certain moment, ça va s'arrêter parce que la Russie, elle perd aussi dans cette guerre. Et donc, mais par contre, comme euh, les Russes sont fiers et Poutine, il veut toujours montrer qu'il est gagnant. Donc peut-être que ça sera difficile de reculer et d'accepter des accords de paix tout de suite. Par contre, il y en a d'autres qui sont pas optimistes du tout et qui pensent que la situation peut encore s'aggraver. Donc il faut s'attendre aux deux scénarios, je pense. Mais restons positifs, espérant qu'un accord pourrait se trouver et que les Russes vont à un certain moment vraiment arrêter vraiment de chercher à montrer qu'ils sont les vainqueurs d'une guerre dans laquelle tout le monde est perdant, y compris les Russes eux-mêmes. Oui, 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 tout le monde est perdant. Et d'ailleurs, on voit avec l'essence et l'électricité actuellement. Tout à fait. Oui, oui, Et puis même pour les Russes, c'est un marché. L'Europe, c'est un marché, c'est le plus grand marché du monde. Donc ils vont perdre un marché, ils vont vendre le gaz et le pétrole aux Chinois et ou à l'Arabie Saoudite, qui vont revendre ce gaz et pétrole à l'Europe. Donc ils vont passer par un intermédiaire. Donc c'est ça, c'est pas le bon scénario ni pour eux ni pour l'Europe.
Ah oui, d'accord. Donc on passe, en fait, en finalité, on a de toute manière le gaz. Ouais, Mais oui, c'est complètement ouais, ridicule. c'est ça. C'est complètement. Mais tu viens de souligner quelque chose d'important, hein, je viens d'entendre là. C'est le plus gros marché du monde, c'est l'Europe en fait. Oui. C'est Donc, incroyable. ils savent que l'Europe, c'est le plus grand marché du monde et Et ils ont tout le monde, besoin de l'Europe aussi, hein. C'est un win-win. Donc, pourquoi passer par la Chine ou peut-être par l'Inde ou par l'Arabie Saoudite pour pouvoir vendre le gaz et le pétrole? Quoi, oui. il y a des pays qui vont sortir gagnants de cette guerre, donc, ou sortir encore plus fort. L'Iran, par exemple. Mhm. Parce L'Iran, que la situation en Iran aussi, elle est, en fait, le peuple, il souffre. Il souffre de la pauvreté, il souffre d'une crise financière parce que l'Iran est rentré dans plusieurs guerres et il a vraiment utilisé donc les sources financières, économiques dans des guerres au lieu de vraiment d'améliorer le pays, d'améliorer l'éducation, l'infrastructure, euh, la santé, tous ces secteurs-là sont délaissés. Donc la population, elle souffre vraiment pour financer des guerres ailleurs et financer les milices qui se trouvent au Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak, partout. à la Ouais. question de la Palestine, l'Israël et la Palestine, c'est l'Iran aussi qui finance tout ça. Oui, c'est l'Iran qui est derrière donc certains milices, y compris le Hamas, et qui finance donc qui soutient des mouvements pour vraiment pour empêcher un accord de paix, empêcher un accord euh, et empêcher vraiment des accords entre les différents pays du Moyen-Orient. Donc, le Hezbollah en Liban, financé par l'Iran, le Yémen, donc au niveau du Yémen, il y a les Houthis, la milice iranienne. Donc, tout ça pour déstabiliser la région, le Moyen-Orient. Et malheureusement, beaucoup de pays souffrent du terrorisme iranien. Non seulement les Iraniens eux-mêmes, mais aussi la plupart des pays arabes sont victimes du terrorisme iranien. Ah oui, c'est affolant en fait. Mais pourquoi en fait? Il y a une association avec les frères musulmans? Comment ça se passe? Parce que c'est le pouvoir. Ils veulent avoir le pouvoir sur le Moyen-Orient et ils veulent avoir le pouvoir sur le pétrole dans la région. Enfin, je parle pas de eux, enfin, le régime iranien, parce que le peuple, il veut la paix. Il veut vivre dans la paix, il veut avoir un pays comme tout le monde, faire partie de la communauté internationale, vivre dans la paix, être, enfin, promouvoir, avoir vraiment une indépendance économique et financière et ne pas dépenser leurs ressources sur des guerres infinies dans la région. Par contre, le régime, oui, il pense que il va avoir le contrôle des pays voisins, des pays arabes comme le Liban, la Syrie, l'Irak, en déstabilisant ces pays-là et avoir leurs ressources comme le pétrole. Alors, d'habitude, on entend toujours parler que c'est les Américains qui se déstabilisent le Proche-Orient. Et là, tu es en train de me donner une autre version qu'en fait, c'est l'Iran finalement. Sur ce niveau-là, oui, c'est l'Iran. Par contre, est-ce que l'Iran, enfin, on le laisse faire ou pas, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai que derrière la déstabilisation du Moyen-Orient, c'est le régime iranien. Le régime qui est partout
dans ces pays-là, qui a complètement détruit l'économie de Liban, l'Irak, le Yémen. Tous ces pays-là sont complètement détruits à cause de l'Iran, enfin du régime iranien. Et c'est une question de religion, en fait? C'est toujours un contexte derrière, c'est parce que c'est comme ça qu'il essaye de vraiment de laver le cerveau des jeunes et montrer, voilà, on va envahir le monde. Et c'est pas une religion, c'est le chiisme, c'est une partie de l'islam. C'est pour ça qu'il y a, certains disent qu'il y a une guerre entre le chiisme et le sunnisme entre guillemets, entre les frères musulmans et d'un côté et l'Iran, le régime iranien d'un autre côté, en disant que chacun, il veut envahir le monde et avoir du pouvoir et que le monde musulman sera plus prospère et plus puissant. Et donc, c'est le mythe de l'Empire ottoman, le mythe de l'Empire euh, donc des Iraniens donc puissants. Et donc c'est un mythe et on utilise vraiment cette image, cette thématique pour justifier ce qu'on fait dans le monde et en disant que voilà, c'est comme ça on va avoir le pouvoir, on va devenir un royaume euh, donc puissant, on va envahir les autres peuples. Mais c'est le contexte religieux qui est utilisé pour vraiment euh, convertir les gens, enfin les jeunes dans dans cette guerre idéologique. C'est une guerre idéologique. Donc, en fait, ils ont le mythe de l'empire, de l'ancien empire ottoman. Ah ouais. Enfin, pour les frères musulmans, oui, c'est le mythe de l'Empire. Enfin, pas l'Empire. En tout cas, pour les frères musulmans, c'est. C'est une espèce de charia, quelque part. Ouais. Et Ouais. pour l'Iran aussi. Donc, c'est une concurrence, mais en fin du compte, ils se rejoignent ensemble hein, parce que ils ont un objectif commun. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de l'islamo-gauchisme? Enfin, l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire que c'est les islamistes qui sont associés avec les gauchistes. Ce qui est vrai dans certains pays arabes, c'est le cas, où les frères musulmans sont très proches de la gauche. Dans des pays européens, certains pays européens aussi, où la gauche, elle flirte avec pas les frères musulmans, mais avec, avec la communauté enfin, qui sont pro-frères musulmans, mais qui montrent qu'ils sont de la communauté de la diversité et qui veulent lutter contre la discrimination et ce qu'ils appellent, eux, entre guillemets, l'islamophobie ou le racisme anti-musulman. Et donc, la gauche, elle est obligée de s'allier avec ces gens-là parce que pour des voix, pour justifier qu'ils sont là pour défendre les valeurs de l'égalité, la diversité, la lutte contre la discrimination. Sauf que malheureusement, les frères musulmans, ils ont des fins idéologiques et ils ont des objectifs à long terme. Donc, je pense que ce qui ne dérange pas la gauche, en fait. Donc, je pense que à ce moment-là, il y a une alliance par intérêt. Est-ce que c'est voulu, c'est pas voulu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'être taxés de racistes, ils veulent montrer qu'ils sont pour la diversité? Est-ce que parce qu'ils ont besoin de voix? Oui et non. Oui, on en revient au fameux mouvement woke, Ouais. finalement. Oui, le wokisme, en fait, malheureusement,
ça a dépassé toutes les limites. Ça a parti d'un mouvement anti-raciste, anti-discriminatoire pour les femmes, et après on est arrivé même à des vraiment à des délires où on respecte plus, on dénigre les autres citoyens de la société, ou vraiment pour les combats féministes, ce qui est dangereux, c'est que on sépare tous les féminismes, et on montre du doigt les féministes, c'est-à-dire qui sont pour féminisme universel. On dit non, ça c'est pas un féminisme qui englobe les autres parties de la société qui sont de la diversité. Donc on sépare, il y a beaucoup de séparatisme dans ce wokisme, et qui est vraiment très très dangereux pour la société et pour l'unité d'une société multiculturelle, et une société qui a beaucoup de il y a, où il y a beaucoup d'ethnies, de mélanges ethniques qui sont une richesse. Mais malheureusement, avec le wokisme, ça devient vraiment euh, dangereux en fait, s'il faut s'identifier dans une ethnie ou dans une religion, mais il n'y a pas ces valeurs universelles, ces valeurs humanistes qui rassemblent tout le monde. Carrément raciste, Ouais, anti-blanc, c'est c'est blanc. oui, c'est anti-blanc, c'est carrément Ouais. anti-blanc, il faut dire ce qui est. Et ce qui est bizarre, c'est que ça vient de. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que je trouve que la gauche peut s'associer à des mouvements pareils. Ou même, comme tu me dis tout à l'heure, ils savent très bien que s'associer avec les frères musulmans, c'est pas tellement bien, Oui, on va dire. Mais pourtant, ouais, ils s'associent. Donc, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Euh, ouais. Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité ou par rapport à la colonisation? Mais je suis désolée, ça fait des siècles que c'est passé, et il faut à un certain moment, ok, il y a ce qu'on appelle la réconciliation, ok, il faut réconcilier, mais il faut pas rester là. Maintenant, c'est des nouvelles générations, on va essayer de construire une société, et on va pas parler tout le temps ce problème. On peut pas évoquer ce problème tous les jours. Il y a des choses qui se font, reconnaissance vis-à-vis des atrocités de la guerre, vis-à-vis de choses, mais on peut pas revenir sur ça tous les jours et séparer la société. Il faut un discours qui rassemble la société, qui ne fracture pas la société. Et ce discours-là, en mettant vraiment toujours tout ce qui est négatif, tout ce qui est discriminatoire, tout ce qui nous sépare, en avance, on n'arrive jamais à vraiment unir la société et avancer ensemble. Parce qu'on a aussi d'autres challenges dans notre société. On a la crise climatique, maintenant c'est la crise énergétique, on a beaucoup de challenges, l'éducation, les problèmes de société, les jeunes, la drogue, le chômage, l'emploi. On a tellement de problèmes à résoudre, mais avec ce débat-là qui vient encore en plus, on est nulle part, on va pas avancer. Tout à fait, je suis assez d'accord, mais en plus, ça déconstruit la société, ça déconstruit aussi les rapports hommes-femmes, ça déconstruit les rapports en général. Et tout à l'heure, tu parlais des mainstream, et eux mettent plutôt en avant tout ce qui est wokisme, parce qu'ils se comportent un peu comme ça, que pointer du doigt, que c'est pas, ça ne porte pas en avant, mais c'est raciste. C'est vraiment clairement raciste. Donc, On ne peut pas utiliser ce discours vis-à-vis de quelqu'un. Ok, peut-être qu'il a des ancêtres qui ont été des colonisateurs, mais c'est pas de sa faute si ses ancêtres étaient colonisateurs. C'est-à-dire qu'on doit aussi
être, on doit aussi vraiment mettre en évidence cette personne, les valeurs de cette personne. Peut-être que cette personne aussi, elle est victime de discrimination. Donc, on peut pas juger les personnes sur ce que ça a été fait il y a 100 ans ou 150 ans. Et le wokisme, ça va trop loin, où on voit aux États-Unis, on va aux descendants de certains, vraiment des gens qui ont été pour l'esclavage, et on va vraiment attaquer ces personnes-là alors qu'ils n'ont rien fait, ces personnes-là. C'est pas de leur faute si leurs ancêtres étaient pour l'esclavage à cette époque-là. Maintenant, il faut construire une nouvelle société, mais il faut pas séparer la société et créer vraiment des barrières entre les différents membres de la société. Et dans le Parlement européen, interpréter pourquoi on laisse faire, il y a un peu quand même une, entre guillemets, ça c'est mon avis, hein, il y a quand même une politique de l'autruche quelque part. Parce qu'on voit tout ça et on ne dit rien, ou alors on ne le dit pas ouvertement. C'est toujours... en fait, le wokisme, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fort aux États-Unis, au Canada qu'en Europe. Ça commence à venir en Europe, mais c'est pas encore d'actualité, vraiment. Le cas où ça a été frappant, comme je t'ai expliqué une fois, c'est que Nadia Mourad, elle n'a pas pu venir au Canada, dans une université canadienne, pour expliquer ce que s'est passé avec Daesh, parce que on a peur que ça sera mal pris par la communauté musulmane, alors que, je rappelle, Daesh ne représente pas l'islam ni les musulmans. Donc le fait qu'on n'accepte pas que Nadia Mourad vienne, c'est quand même grave de la part d'une université. Par contre, pour revenir à ta question, je pense que ce n'est pas encore, on n'est pas encore là ici, mais bien sûr que c'est un sujet tabou et on peut pas se prononcer là-dessus, parce que ça reste aussi, si on prend une position, ça commence aussi à fracturer la société avec tout ce qui se passe, euh, avec vraiment les mouvements de l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, ça pourrait être, ça pourrait créer vraiment des conflits dans la société. Et donc, ok, si ça dépend toujours des partis politiques. La gauche, elle va vraiment jouer le jeu dedans, enfin la gauche ou l'extrême gauche, et l'extrême droite, elle va jouer le jeu aussi. Donc chacun, il a ses intérêts à défendre, et son discours et son idéologie qui va avec. Donc l'extrême gauche, elle va jouer le jeu avec le wokisme, alors que l'extrême droite aussi, elle va dire ah ouais, c'est dangereux, c'est pas bien pour nos sociétés. Et donc entre les deux, les partis qui doivent parler, ils restent il reste un peu hésitant, parce que c'est peut-être aussi c'est un enjeu dangereux où on peut pas se prononcer. Et c'est pour ça que j'ai dit que à un certain moment, la France, elle a tranché en ayant cette loi contre le séparatisme, pour montrer que il faut embrasser les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité et les droits des femmes, et ne pas être tout ce qui sépare la société ne doit pas être donc reconnu comme organisme. Et donc, j'espère que certains pays peuvent suivre cet exemple au niveau européen, en tout cas.
Non, en parlant de l'Union européenne, y a-t-il des lobbies? Et qu'est-ce que tu en penses de tous ces lobbies qui imposent en fait aux politiciens certaines, certaines lois, certaines choses qui ne devraient pas être, avec tous ces lobbies qui prennent de plus en plus de place, qui sont... Évidemment qu'on vit dans une société où le politique, il a une marge de manœuvre, mais elle n'est pas si grande que ça. Aussi, il y a de grosses entreprises, il y a certains intérêts économiques qui sont des fois beaucoup plus forts. Et on revient par exemple à l'exemple de l'Iran, où à un certain moment, on ne pouvait pas prendre des décisions assez claires et fortes parce que on avait peur de la réaction du régime. La même chose avec la Chine, condamner ce qui se passe en Chine, on ne peut pas le faire parce que, ok, on peut critiquer, mais condamner, ça devient des fois dangereux parce que c'est-à-dire c'est mettre en péril les relations économiques avec la Chine. Donc tout ça, il faut le comprendre parce on vit pas dans un monde idéal. Donc il y a des intérêts économiques. Il faut bien comprendre que les intérêts économiques et certains pays ont beaucoup d'influence et on peut pas. Ok, on veut bien défendre les droits de l'homme, mais à un certain moment, euh, la situation est en dehors de tout contrôle. C'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde sait qu'au Qatar, il y a eu des victimes par rapport à donc des travailleurs qui étaient victimes par rapport à la construction des stades et tout ce que s'est passé, mais personne n'en parle parce que on a décidé de faire la Coupe du Monde au Qatar. Certains, ils disent, ok, on sait que c'est pas un pays qui défend les droits de l'homme et c'est pas un pays qui respecte les droits de la communauté LGTB. Mais il y a beaucoup qui ont été là-bas parce que c'est le foot et tout le monde veut y aller. Et on a décidé que le Qatar va être le pays qui organise la Coupe du Monde. Donc, c'est tout pareil pour la Chine. Quand il y a eu le Beijing 2022, on a boycotté. Beaucoup de pays ils ont voulu boycotter, mais pour finir, certains ont déjà été pour participer aux Jeux Olympiques. Donc, ok, c'est vrai, on peut prendre des décisions, mais à un certain moment, il y a des fois où des choses qui se passent et on n'a aucun contrôle sur ça parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont beaucoup plus puissants. C'est la réalité, c'est pas le fait, enfin, on peut pas baisser les bras au niveau des droits de l'homme parce que des fois, il y a beaucoup de batailles qui ont été gagnées. Mais il y a aussi un intérêt économique et chaque fois qu'il y a des enjeux au niveau de l'énergie, avec tout ce qui se passe avec la guerre, par exemple en Ukraine et en Russie, on peut pas, l'Europe, elle n'a pas le choix que de se tourner vers la Chine ou d'avoir des accords avec d'autres pays arabes. Donc, avant tout, il y a des intérêts économiques qu'il faut les prendre en considération. Je voudrais parler aussi du conflit, parce que tu connais assez bien le sujet, le conflit israélien-palestine. Et justement, tu parles du Qatar, tu as parlé de l'Iran, qui sont en fait des pays assez actifs derrière. Malheureusement, donc, oui, comme on avait expliqué, les mouvements qui veulent vraiment instaurer le dialogue et la paix ne sont pas assez entendus ou ne sont pas assez soutenus parce qu'il y a des mouvements derrière comme le Hamas qui sont soutenus par d'autres pays étrangers comme l'Iran et qui sont
voilà, qui soutiennent, qui ont intérêt à que la guerre continue. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'Iran, elle va avoir le contrôle du monde des pays arabes derrière et déstabiliser la région. Donc, bien évidemment, la situation n'est pas facile, vu que tout le monde pense que avec les médias, avec Al Jazeera qui est soutenu par le Qatar, etc., tous ces médias-là qui donnent une vision que le peuple palestinien est d'accord avec avec ce que le Hamas fait, mais ça, c'est pas vrai, c'est que le peuple est aussi subi. Euh, et, euh, et malheureusement, c'est pas le choix du peuple de voter, de voter pour le Hamas. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est une situation assez compliquée. Et malheureusement, les efforts pour instaurer la paix sont difficiles parce que il y a toujours des forces derrière qui veulent déstabiliser donc la région. Et on en revient aussi à la manifestation qu'il y a eu il y a pas très longtemps, à Bruxelles. Oui, C'était 700 personnes, je crois. oui, oui. J'ai trouvé ça un peu, scandaleux, je t'avoue. Je et surprise. Oui, tout à fait. C'est scandaleux parce que certaines organisations sont des organisations qui sont antisémites, qui ont donc des discours de haine vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de la communauté juive, mais aussi vis-à-vis d'Israël. Et donc ils sont pas dans l'accord, dans le dialogue, mais c'est aussi des organisations terroristes qui sont financées par des mouvements terroristes. Et donc, malheureusement, ces organisations-là ont eu l'opportunité de manifester. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, ça n'aide pas n'aide pas à résoudre le conflit, à établir le dialogue. Au contraire, ça rentre dans un cercle de haine et de rejet de l'autre et surtout vraiment, surtout de remonter la population, la communauté musulmane et le peuple contre les Israéliens ou contre la communauté juive. Alors qu'on vit ici en Europe, on a des communautés. Notre objectif, c'est de vivre ensemble et d'instaurer la paix ici, surtout en Europe, et de ne pas avoir une fragmentation de la société et une séparation entre euh, les différentes communautés. Donc, cette incitation à la haine, elle est très, très dangereuse et très grave vis-à-vis de la communauté juive en Belgique ou en Europe parce que le fait qu'un jeune de la communauté musulmane, il voit ça, il va vraiment penser qu'il y a une haine entre les deux communautés et donc ça empêche les jeunes de se côtoyer, de vivre ensemble, de construire des choses ensemble. Et c'est ça qui est dommage. Donc derrière cette, manifestation, c'est une organisation terroriste. Tu l'as dit? L'une des organisations, L'une oui, elle ouais. a été signalée par certaines organisations sur change.org pour vraiment l'enlever parce que, enfin, de la liste des organisations, elle doit être bannie parce que c'est une organisation qui incite à la haine et c'est une organisation. Tu m'as parlé des Verts, déjà, comme je te disais, pour moi, ça ne devrait même pas être un un parti politique. C'est pour la nature parce qu'on est tous dans le même, bateau. Enfin voilà, la nature, elle appartient à tout le monde, ça n'appartient pas à une plus à la gauche, à droite, enfin voilà.
Et derrière ça, il y a les verts, il y a aussi la gauche. De donner du crédit à des gens de ce genre, quoi. Certains partis politiques, ils veulent être proches de la communauté pour avoir des voix. Donc, ils vont tout permettre. Ils vont tout permettre. Même autoriser une manifestation qui incite à la haine, tout permettre. Au contraire, ils veulent montrer qu'ils sont vraiment dans la compassion, dans l'écoute. Et c'est c'est triste parce que c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est encourager des mouvements de haine, d'incitation à la haine, pour fragmenter encore la société. Et ça Oui, résout pas le conflit de toute façon. C'est pas comme ça que le conflit va être. et ça encourage aussi le terrorisme. Oui, c'est assez grave. C'est assez grave ce qui s'est passé. Et quand on sait exactement ce qu'il y a derrière, on comprend mieux en fait, parce que Ouais. on sait pas hein, finalement. Les gens, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et le problème, c'est que malheureusement, les gens, ils voient juste une manifestation et ils voient pas qu'il y a toujours des intérêts derrière certains mouvements, des intérêts politiques et des intérêts d'avoir du pouvoir, d'avoir du contrôle. Et certaines organisations, le fait qu'elles défendent pas la cause réellement, c'est pas pour arriver à un accord de paix ou pour établir vraiment des relations de paix et d'unité. C'est vraiment pour fracturer la société. C'est pas comme ça qu'on demande justice et c'est pas comme ça en incitant à la haine et en incitant à la discrimination euh, et surtout à la violence envers la communauté. Alors, on va revenir à donc qu'est-ce que c'est exactement présidente femme et maire de Bruxelles, ville militante des droits des femmes? Pour le titre président des femmes MR Bruxelles-Ville, donc j'étais élue l'année passée en tant que présidente des femmes de la section de Bruxelles-Ville au niveau du parti MR de ma section. Par contre, militant, c'est euh, c'est un titre personnel parce que depuis des années, je milite pour les droits des femmes et j'ai une organisation européenne et j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations, participé à beaucoup de résolutions au niveau européen pour les droits des femmes dans le monde arabe, surtout dans le monde musulman et aussi en Inde, en Bangladesh, Pakistan, donc dans des pays où la femme musulmane n'a pas véritablement ses droits, où elle veut arriver à être l'égale de l'homme au niveau des droits économiques, au niveau d'accès à l'emploi et aussi au niveau d'accès aux postes de pouvoir. D'ailleurs, je voudrais que tu parles un peu, que tu nous fasses savoir ces 2 années Covid pour toi, comment tu les as vécues. Oui, tout à fait. En fait, pendant les 2 années Covid, pour moi, c'était un peu un stand-by, mais j'ai essayé de continuer à militer au niveau européen et international parce que ça m'a permis de faire des activités surtout online. Donc, on a fait beaucoup de conférences online. Ce qui est bien avec les conférences donc en ligne et les Zoom, enfin tout ce qui est conférence Zoom, c'est que on peut avoir des intervenants partout dans le monde. C'est qu'on peut avoir d'un pays arabe, américain. On a eu beaucoup d'intervenants de plusieurs pays, d'Arabes, des États-Unis, d'Israël, de certains pays ici en Europe. Mais
C'est-à-dire que c'était vraiment très enrichissant. Par contre, ça limite tout ce qui est activité en networking, tout ce qui est du réseautage, c'est-à-dire parce que organise une conférence, on a toujours un lien avec les intervenants, un lien avec le public, et après on arrive vraiment à établir une conversation, on fait la connaissance de plusieurs. On trouve des personnes qui partagent nos conflits, enfin nos combats et nos centres d'intérêt, et on continue le combat ensemble. Donc c'est vraiment, ça aide beaucoup ce genre d'activité. Par contre, avec tout ce qui est online, ça limite beaucoup. Ça ouvre d'un côté la possibilité d'avoir des intervenants de qualité de différents pays, mais aussi ça limite notre champ d'action où on voit des personnalités importantes. On peut discuter avec eux en ligne, mais ça s'arrête là. On n'a pas vraiment de lien euh, sur le plan professionnel ou amical avec cette personne. C'est juste online. C'est comme c'est comme les amis Facebook. Donc, tu as des amis, mais des fois tu parles même pas avec. Donc, c'est dommage. La distanciation sociale, il y a eu beaucoup de problèmes psychologiques, je trouve, ou même Oui, tout à fait. Beaucoup l'ambiance de générale violences. a Beaucoup de femmes descendu. étaient Oui, victimes de violences aussi. oui, Beaucoup de violences au niveau de la famille, vis-à-vis des enfants, des jeunes. Il y a beaucoup de violences conjugales. Donc, il y a beaucoup cette crise de Covid a mis le point sur beaucoup de problèmes de société. Il y a aussi le problème de l'éducation, où les écoles ont été fermées pendant un moment et les jeunes étaient chez eux et ils devaient apprendre online, et c'était compliqué parce que c'est important d'avoir le contact à l'école et le suivi pédagogique et psychologique et social, et, euh, et cette relation avec les éducateurs, les profs, c'est assez important pour les jeunes, mais pendant 2 ans, ils n'avaient pas ce contact. Et après le Covid, euh, les conséquences du Covid ont été désastreuses au point de vue scolaire aussi, parce que les jeunes, ils ont eu l'habitude à rester chez eux, et ils n'ont pas cette discipline de retourner à l'école. Et puis après, aussi les résultats, parce que dans tous les cas, on n'atteint jamais les mêmes résultats que le cours donc à l'école, donc le cours en présentiel. Et malheureusement, je pense que c'est parmi les problèmes de société qu'il faut aussi rattraper. Parce que 2 ans de Covid, c'est pas rien, et les conséquences au niveau de l'apprentissage et au niveau pédagogique sont pour beaucoup d'artistes catastrophiques aussi. Moi, je connais oui. beaucoup d'artistes dans mon entourage, et je vois qu'ils ont vraiment souffert pendant un moment parce qu'ils n'ont pas pu vraiment euh, que ce soit continuer à produire leurs pièces ou leurs concerts ou peu importe, mais aussi ils n'ont pas eu ce contact avec le public pendant longtemps. Et puis c'est l'impact aussi sur la culture était sur les musées, les maisons de culture, sur tout le domaine de culture était énorme. Et donc je pense que j'espère qu'on aura l'opportunité de rattraper toute cette période de Covid, mais le problème aussi que la culture aussi c'est important pour la société et pour les jeunes aussi qui n'ont pas été vraiment baignés dans la culture pendant plus que 2 ans.
et compter uniquement sur Netflix et compagnie. Donc c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose et ça isole beaucoup. Il y a Exactement. beaucoup de gens qui malheureusement, bon, se sont habitués à être, sur leur PC et qui continuent, d'avoir des rapports virtuels et ce Oui, qui n'est pas sain du tout, hein. C'est pas du tout sain, ça c'est bien un temps, mais c'est pas bon et c'est vrai comme tu dis, on a besoin de culture. Oui, les artistes sont là pour ça. En général, c'est pas pour rien non plus. C'est vraiment important. C'est c'est, mmh, très c'est la important. richesse, Et de l'esprit. C'est la richesse de l'esprit. tout Mmh. à fait. Et puis l'éducation, elle compte beaucoup sur la culture au niveau de l'apprentissage de plusieurs compétences, y compris les langues, la langue française, donc le théâtre, la musique, tout ça, c'est important aussi. Le loisir aussi pour les jeunes, c'est important d'avoir une activité théâtrale ou musique, ou peu Oui, importe, parce que c'est constructif pour leur c'est constructif. personnalité. Ouais. Oui. Et malheureusement, ça a été vraiment interrompu pendant 2 ans. Et on voit que l'impact, il est Ah, il est très, énorme, hein, il il est est très énorme. Oui. Oui, oui, il y a une sacrée, fracture. On le voit bien dans les comme tu disais, l'humeur des gens, d'où le tout à plus de violence. On voit de plus en plus de violence et je crois que c'est aussi le fait de ce Covid qui a accéléré. Il y avait peut-être une souffrance, comme tu as dit tout à l'heure, c'est très, tu as mis le doigt dessus. Il y avait plein de petits problèmes et qui, avec la crise du Covid, sont sortis en éclats en fait. C'est Et, vrai. Il et a accentué ces oui, problèmes-là. Tout à fait. Au niveau du système de l'éducation aussi, il y avait beaucoup de lacunes, mais le Covid, il a mis le doigt dessus, hein, le fait que on n'est pas vraiment, on n'est pas up to date par rapport à tout ce qui est technologie. Et oui, le fait que le jour au lendemain, les élèves et les jeunes, ils doivent se mettre derrière un ordinateur. Tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi. Les écoles non plus n'ont pas des ordinateurs. mhm, Et puis, il y a une formation pour tout l'apprentissage via les vidéoconférences et tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. C'est aussi des questions qu'il faut prendre en considération pour l'avenir. Et on voit beaucoup aussi dans la formation au niveau universitaire que surtout les étudiants ont été complètement largués pendant plus que 2 ans et ils devaient suivre les cours en ligne. Et c'est pas évident pour un étudiant qui débarque à l'université pour la première année et qui n'a même pas de relation sociale avec ouais. ses camarades de classe. Donc c'est vraiment un impact social très très important. Et il faut prendre en considération ces 2 années-là parce que les conséquences sont là. Il faut surmonter ces difficultés, mais ça va pas être facile ni pour les enseignants, ni pour les élèves et les étudiants, ni pour la société en général. Et tu crois qu'il y aura encore d'autres confinements? L'impact est là parce que le côté social, le côté apprentissage, le côté éducation, tout ça, c'est un manque dans la formation des jeunes et des moins jeunes. Donc, on peut pas continuer à. Donc, je pense que les écoles surtout et les universités ne peuvent pas se permettre de continuer à confiner pendant longtemps parce que c'est l'impact des résultats scolaires et vraiment du niveau.
niveau scolaire qui ne cesse de baisser. Oui, le niveau scolaire est baissé, ça c'est clair. Le paiement universel, au financement universel, je crois qu'on va sur une monnaie numérique mondiale. Et il y en a beaucoup qui sont dedans et ça devient un peu une, je veux dire une alternative surtout, parce que si on a des transactions internationales et vu que la monnaie, la valeur de la monnaie, elle baisse, elle remonte, etc., peut-être que ça sera une alternative. C'est possible. On a vu avec la guerre en Ukraine, la valeur du dollar qui a baissé vis-à-vis de l'euro. Non, pardon, c'est l'euro qui a baissé vis-à-vis du dollar et le dollar qui est remonté. Donc, la crypto-monnaie, ça reste aussi une alternative parce que au moins au niveau de la monnaie, quand la monnaie baisse, ce qui risque d'arriver avec cette instabilité au niveau de ce qui se passe dans le monde, peut-être que c'est une alternative pour plusieurs. Maintenant, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça va être la monnaie de l'avenir? Ça, l'avenir nous dira. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux questions que je t'ai posées? On a vu les femmes iraniennes, le wokisme, le conflit palestino-israélien, Poutine, la guerre en Ukraine et le Covid, enfin, et les femmes en général. Ouais. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les accords qui ont été faits pour revenir au conflit israélo-palestinien, donc hier, il y a eu donc une communication de l'Arabie Saoudite disant que l'Arabie Saoudite, elle va bientôt normaliser avec Israël, selon bien sûr des conditions. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que le fait d'avoir les accords, c'est pas positif. Mais je trouve que c'est quelque chose d'historique, de positif et de très constructif pour la paix au Moyen-Orient. Et je trouve que ça porte de l'espoir, surtout après toutes ces guerres, tout ce qui se passe avec l'Iran, tout ce qui se passe dans le monde arabe. Pour moi, quelque chose de positif et de construction avec Israël et le monde arabe. Et on voit maintenant, avec ce qui se passe avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et plusieurs pays qui se sont ajoutés au fur et à mesure dans ces accords-là, qu'il y a beaucoup de positifs, et avec l'Égypte aussi, également. Et il y a beaucoup d'accords d'échanges économiques, universitaires, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du high-tech, tout ce qui est informatique. Donc, je pense que le monde gagne plus en construisant des ponts que on les uns des autres. Et je pense que si l'Arabie ajoute, ça sera vraiment quelque chose d'historique parce que c'est le pays qui représente le plus la communauté musulmane dans le monde. Et ça sera vraiment une note d'espoir pour les nouvelles générations. Donc voilà, j'ai voulu finir par cette note d'espoir et d'optimisme. Le drapeau palestinien. En fait, le drapeau palestinien, il paraîtrait que, en fait, symbole nazi, ou alors qu'il y a un rapport avec les nazis. Ils étaient le fondateur du mouvement Hassan Banna, il était proche des nazis. Donc il y a un lien entre les frères musulmans et les nazis et un lien vraiment
haine envers les juifs et d'antisémitisme, et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça, quand on voit certains pays où il y a les frères musulmans qui sont proches du pouvoir, où il y a peut-être, ils prétendent que vraiment ils sont pour la paix au Moyen-Orient, pour les accords d'Abraham, etc. Je me méfie quand même parce que derrière, il y a cette idéologie à la base qui est antisémite et qui est proche des nazis. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mais ça a été très, très agréable de te recevoir, Manel. C'était un plaisir de discuter Oui, avec toi. Merci beaucoup. mais merci C'est à toujours toi. très sympa et très convivial, comme j'ai dit. On n'a pas de pression. C'est vrai que j'étais un peu stressée au début, mais après, c'est bon. Parce que comme je t'ai dit, fin de journée, je me dis peut-être que je perds mes moyens pour réfléchir, répondre à toutes les questions, mais j'espère que ça a été vraiment à la hauteur de tes attentes. Et puis tu as fait en sorte que les gens puissent savoir un peu plus, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Les mainstream, ils parlent que de sujets qui leur intéressent, Tout et à fait. ils parlent pas de choses qui sont importantes, qui sont très importantes, mais qui n'en parlent pas. Et donc Oui, finalement, les gens, c'est pour ça aussi que se créent des complots, entre guillemets, on parle beaucoup de complotisme, mais c'est parce ouais, qu'on ne sait pas, les gens ne savent pas, donc ils s'imaginent des choses. exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories de complotisme, Ah parce oui, que ils n'ont mais oui, pas, comme on dit en anglais, ils n'ont the pas les whole données. picture, Oui, toute l'image, quoi. oui, Tout oui, ce qui tout se à passe fait. exactement. Donc, on peut pas. Ils ont les mainstream media, donc ils regardent, par exemple, dans le monde arabe, pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'ils regardent tout le temps Al Jazeera, et Al Jazeera H24, elle a jamais critiqué le Hamas, jamais critiqué. Et c'est toujours le même discours. Et pour finir, bien sûr, qu'ils vont suivre comme des moutons, c'est normal. Mais il y a eu pareil pour la crise du Covid, hein. Oui, C'est, c'est, exactement. Ouais. oui, c'était pareil. Oui, malheureusement, et on ne sait pas y échapper, surtout que, vu que ça prend, le fait d'être enfermé et d'être toujours sur un PC, ferme aussi dans un système, Ouais. d'où toutes ces mouvances qui sortent, qui sont de plus en plus violentes, comme le wokisme qu'on en parlait tout à l'heure. Mais je te remercie et Merci mais à toi. espérons aussi que les femmes en Iran puissent. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Toi, justement, Espérons qui es pour elle. d'origine maghrébine, mais je te vois pas du tout. Est-ce que tu es pour ce port du voile comme ça à l'iranienne? Parce que franchement, c'est un peu trop là. C'est. Non, je suis contre. En fait, je considère que le voile est un instrument c'est une idéologie politique, malheureusement, qui est utilisée surtout par soit les frères musulmans ou le régime iranien pour vraiment avoir la main mise sur les femmes et contrôler les femmes. Parce qu'ils ont peur que les femmes deviennent vraiment membres de la société à part égale. Elles vont réclamer encore leurs droits, elles vont devenir libres. Et vraiment, c'est ce qu'ils craignent le plus. Ce qu'ils craignent le plus, en fait. Les femmes libres. Les hommes, on va dire, parce que là, on parlait de femmes, Mhm. pensent que si les femmes sont libres, elles vont les dominer. Mais moi, je pense pas. Elles vont tout simplement prendre leur place. Je pense que ces hommes-là n'ont pas confiance en eux-mêmes. J'ai toujours dit ça, c'est que les hommes qui ont confiance en eux-mêmes n'ont pas peur d'une femme libre. Au contraire, ils vont être contents pour elle, ils vont réclamer cette liberté pour la femme, pour être à part égale. Et on voit toujours, il y a beaucoup d'hommes qui se battent pour la liberté de la femme, y compris en Iran, qui veulent que les femmes soient libres et soient indépendantes et soient fortes. Mais ceux qui ont un manque de confiance, ils veulent toujours être supérieurs à la femme, ils n'ont pas confiance en eux.
Je suis assez d'accord avec toi, hein. Je suis assez d'accord avec toi que, quand on a confiance en soi, on veut que l'autre soit bien. Égal avec la personne et vous pouvez être en concurrence ou en compétition, mais c'est une compétition égal à égal, mais pas une compétition où l'homme il a accès à tout et la femme elle a accès à rien, ni travail, ni éducation, ni rien. Donc c'est injuste, c'est pas un équilibre de société, c'est juste un monde où la femme n'a pas de place, n'a pas de mot à dire, n'a pas de personnalité, elle est écrasée complètement. Et ça rend la société complètement handicapée. C'est la moitié de la société est écrasée. Comment veux-tu que la société avance? Ça n'avancera Exactement, jamais, exactement. Nous avons besoin de 2 pôles pour, évidemment. et féminin et masculin pour, avancer. Tout à fait d'accord. La femme apporte ce qu'elle est et l'homme apporte ce qu'il est. Tout à fait. Qui écrase les hommes, non, loin de pour un féminisme qui libère les femmes et qui donne les droits et l'égalité à tout le monde. Mais pas que la femme ait plus de droits ou plus non. On est pour l'égalité, pour les mêmes droits, les mêmes responsabilités, mais pas privilégier la femme. C'est le combat de l'égalité, c'est le combat de tout le monde, femmes et hommes. Et le fait de privilégier que ce soit les femmes ou les hommes dans une société n'est pas bien. Faut donner, il faut être juste et donner l'opportunité à tout le monde. C'est comme un poste de responsabilité où tu dis non, je dois mettre une femme parce que c'est le règlement, on doit mettre une femme. Et ben si l'homme est le plus compétent, on met un homme. C'est pas c'est pas parce que on doit. Ok, j'aime beaucoup le principe de parité. Je suis sûre que les femmes ont plusieurs compétences et il y a toujours des femmes compétentes. Mais si la personne la plus compétente entre les deux est un homme, bah on prend un homme. Hein, c'est pas. Dans ce cas-là, c'est la personne la plus compétente qui l'a emporté. Donc c'est tout. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Il faut pas aller trop loin dans le féminisme où on néglige les droits de l'autre et l'égalité, parce que à ce moment-là, on n'est pas dans un combat d'égalité, on est dans un combat pour écraser l'autre, et là, c'est pas bien. On est dans une société et on a chacun son rôle et on se complémente et on se complète. Et c'est important que l'homme et la femme travaillent ensemble pour une société meilleure, mais pas l'un contre l'autre. Oui, et sur ce mot, c'est beau ça, finir avec ça. Ouais, Oui. Ben voilà, on va finir avec ça. super. Euh, ben, j'espère te voir bientôt Merci, moi aussi. à Bruxelles et Ouais, que je pourrai venir au Parlement. Et puis voilà, je te souhaite beaucoup de... merci. Je te souhaite aussi beaucoup de succès et de bonheur avec ta famille, tes amis et plein de belles choses. Toi aussi, merci. C'est vraiment... je t'apprécie beaucoup parce que je trouve que tu es une femme brillante, compétente et en plus, tu es très chaleureuse et ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi et belle soirée. Et on se tient Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby,
me show you things